Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse vous équiper. Voilà. Est-ce que tout fonctionne? Yes? OK. En préambule, je dirais que tout a commencé en mai 2020, en avril 2020, je crois, pendant le confinement, en tout cas le confinement français. Nous étions en train de préparer, on s'occupait, hein, c'est-à-dire qu'on pensait à l'avenir, au monde d'après, et donc on préparait cet état du monde d'après, si j'ose dire, et on voulait travailler autour du territoire du Royaume-Uni. Et juste un peu plus d'un an avant, le cœur de l'Angleterre était sorti. Et donc on s'est dit que Jonathan Coe serait évidemment le parfait programmateur pour cette nouvelle édition. Et donc ça, c'était en 2020. Il est arrivé ce qui est arrivé, plusieurs reports. Et donc je voulais de nouveau remercier M. Coe d'avoir poussé jusqu'au bout et d'être là aujourd'hui présent en 2021. Alors je ne sais pas si le monde de 2020 est le même qu'en 2021, mais nous le verrons à travers cette rencontre. Donc on va parler de ce portrait du Royaume-Uni que Jonathan Coe nous a proposé. Et ensuite on parlera de cinéma, on parlera d'écriture, enfin selon le temps qui nous est imparti. Et il y aura quelques extraits également que l'on pourra commenter. Mais je vais commencer peut-être par une lecture. Pour simplement vous expliquer le petit jeu qu'on a essayé de jouer avec M. Coe, en lui proposant de faire ce portrait de l'Angleterre en 12 films. L'idée est venue simplement de son livre Expo 68, que je vais en lire un extrait tout de suite, dans la traduction de José Camoun, si je ne dis pas de bêtises. Bruxelles, alors c'est les premières pages, et on parle de l'Expo de 68, de l'Expo universelle organisée à Bruxelles. Bruxelles leur avait donné un coup de fouet, c'était indéniable. Le bureau s'était vu attribuer la responsabilité intégrale du pavillon britannique, ce qui avait aussitôt déclenché une frénésie de grattage de tête et d'interrogations métaphysiques pour définir cette notion fuyante à rendre fou, l'identité britannique. Que voulait dire être britannique en 1958? On n'en savait trop rien. L'Angleterre s'enracinait dans la tradition, c'était un fait acquis. Ces traditions, le monde entier les admirait, les lui enviait, avec son panache et son protocole. Mais en même temps, elle s'engluait dans son passé, bridée qu'elle était par des distinctions de classe archaïques, sous la coupe d'un establishment porté au secret et indéboulonnable. L'innovation l'effarouchait. Bref, à vouloir définir l'identité britannique, fallait-il plutôt se retourner vers le passé ou vers l'avenir? Un vrai casse-tête. Donc la question est simple. On a proposé cet exercice à travers le cinéma à M. Coe. Donc que veut dire être britannique en 2021? Vaste question, mais on entrera dans les nuances ensuite. It's a very broad question. Ouais, c'est une question extrêmement vaste. Et c'est très injuste de lire un vieux passage auquel je n'ai pas réfléchi depuis que je l'ai écrit. En 2012, quelque chose comme ça, il y a 9 ans. Et j'imagine que ce passage pose la question très clairement, qu'est-ce que ça veut dire d'être britannique en 1958 ? Et l'establishment britannique que je montre dans ce roman, en train de présenter une image de son propre pays à cette exposition de Bruxelles en 1958, n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante. Et moi-même, je ne peux pas vous donner de réponse satisfaisante à cette question. Et tout ce que je fais, en termes d'écriture, c'est une tentative prolongée de répondre à cette question-là. 13 romans qui font 300 ou 400 pages chacun et je n'ai toujours pas la réponse. Donc je ne peux pas vous donner une réponse en 30 secondes comme cela, un samedi après-midi à Paris. C'est bien trop difficile. J'ai juste essayé, tenté le coup. Hein. I admire the attempt. Oui, j'admire la tentative. Mais à travers cette sélection de films dont on a pu en voir pas mal déjà depuis votre arrivée, parle-t-on d'identité britannique ou d'identité anglaise?
Je préfère en particulier aujourd'hui d'être précis à ce sujet-là et de parler d'identité anglaise parce qu'une des choses qui est devenue très claire dans ce qu'on appelle le Royaume-Uni, dans ce soi-disant Royaume-Uni depuis 5 ou 6 ans, c'est que l'identité anglaise est très différente de l'identité galloise, écossaise ou nord-irlandaise. Un ou deux des films que j'ai choisis s'aventurent en dehors de l'Angleterre. Je pense à I Know Where I'm Going, le film de Michael Powell des années 40, qui va être projeté demain. Mais même ça, de façon douce, romantique, en général, ça montre un conflit très très fort entre une identité anglaise et une identité écossaise. Et qui a été reprise, mais de façon beaucoup plus rude, dans de nombreux films depuis. Donc je préfère parler d'une identité anglaise. Et le Brexit, puisqu'il faut puisqu'il faut dire ce mot-là, autant le dire tout de suite pour que ce sujet tabou soit enfin posé sur la table. C'est quelque chose qui a montré à quel point cette identité pouvait être variée, à quel point il y avait des contrastes dans cette identité. Mais précisément, donc, vous décrivez cette dérive, en tout cas vers le concept de nation mène facilement au nationalisme. Donc n'y a-t-il pas toujours un danger à parler d'identité pour un pays? C'est un problème que l'on connaît bien ici aussi. Oui. I think it's very dangerous. Oui, je crois que c'est très dangereux. Because, yes, then... Parce que ce dont on s'est aperçu très vite en 2016, et ce dont on s'est aperçu très vite, c'est que les gens ont des idées très différentes de l'identité nationale. Et ces idées différentes de l'identité nationale sont très très proches des émotions des gens, sont très ancrées en eux. Donc c'est difficile d'avoir une conversation calme, généreuse à ce sujet-là. Ça devient très vite une forme de confrontation pleine d'amertume. La campagne sur le référendum du Brexit en 2016 était un des moments politiques les plus moches, les plus amers dont je puisse me rappeler dans ce pays, au Royaume-Uni. C'est intéressant que vous ayez choisi cet extrait d'Expo 58 parce que c'était la première fois où je me suis trouvé face à cet enjeu-là de façon explicite. Comme de nombreuses autres choses, ça semble, le sujet d'un livre, quand on choisit, ça semble presque accidentel. Mais une fois que vous creusez un peu plus, vous allez voir sous la surface, il y a des choses plus profondes, il y a des choses inconscientes qui sont à l'œuvre. Et mon souvenir, c'est que j'ai choisi d'écrire Expo 58 de façon un peu aléatoire, parce que une journaliste belge avait décidé de m'interviewer devant l'Atomium à Bruxelles. C'était son choix, je ne connaissais absolument pas l'Atomium, je n'y jamais allé, donc j'y suis allé parce que c'est ce qu'elle voulait faire et je crois que c'était une idée intéressante. Et dès que j'ai vu cet édifice, ce monument extraordinairement rétro-futuriste en bordure de Bruxelles, je voulais en savoir plus, pourquoi ça avait été construit, dans quel but, et ça m'a amené sur le sujet de l'exposition de 58, et ça m'a amené à imaginer une histoire, comment les Britanniques avaient participé à cette exposition, comment ça avait pu les faire se poser des questions sur leur propre identité. Mais je ne pense pas que ce roman aurait eu lieu de manière avec intuition, de manière inconsciente. Je n'avais pas voulu m'atteler à ce sujet de toute façon. Vous déclarez souvent, en tout cas, c'est vrai qu'on vous associe souvent à une identité européenne. Vous vous déclarez un des écrivains également européen, parfois même plus européen qu'anglais. L'identité anglaise, dites-vous, se diluant pour le meilleur, parfois pour le pire dans l'identité européenne. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Et à quoi se rattache cette identité européenne pour vous? C'est plutôt une identité politique ou une identité littéraire à travers vos lectures et vos références?
It's partly on a literary level. C'est sur les 3 niveaux, je pense. Je dis toujours que le premier roman qui m'est inspiré, qui m'est vraiment donné envie de devenir romancier moi-même, c'est Tom Jones d'Henry Fielding, un roman très ancien qui est souvent considéré comme étant le premier roman anglais. Et on dit aussi que c'est un roman qui est largement inspiré d'un roman européen, puisque la fondation du roman picaresque, du roman comique anglais, c'est Cervantes et Don Quichotte. Et ensuite, ça passe à Fielding, à Smollett, à Sterne, à Dickens, etc. Donc ce sont tous des écrivains très anglais. Et Fielding est un écrivain très anglais, mais finalement, il est très, très européen, puisque c'est un hommage à Cervantes que Tom Jones. Et derrière ou avant Cervantes, il y avait Rabelais. Donc même cette tradition comique dans laquelle je m'inscris, Waugh, Wodehouse aussi, David Lodge, des gens comme Dickens bien évidemment, tout ça c'est une tradition européenne avant tout. Et est-ce que vous diriez la même chose du cinéma que vous aimez? Well, in terms of Europeanness and, en termes d'européanité, de ce côté anglais, j'ai grandi en regardant du cinéma américain, du cinéma britannique et du cinéma européen. Parce que quand j'ai commencé à regarder des films, j'étais tout gamin. Et quand j'avais 10, 12 ans, au début de mon adolescence, au début des années 70, la manière dont on pouvait voir des films, c'était très primitif par rapport à maintenant. Il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de Blu-ray. Donc j'ai grandi dans une banlieue de Birmingham où il y avait des cinémas qui montraient les dernières sorties commerciales. Donc pour avoir une approche plus large du cinéma, on regardait la télé. Et imbibé, imprégné. On était imprégné parce que la télévision décidait de vous montrer. Et donc souvent, l'après-midi, pendant les vacances scolaires notamment, je regardais des vieux films anglais, parce que c'est ce qui tendait à passer à la télévision. Et le soir, il y avait souvent des classiques américains, on voyait les grands films de John Ford, de Howard Hawks. Mais aussi à cause de la deuxième chaîne de la BBC, BBC Two, il y avait des cycles extrêmement bien programmés de grands réalisateurs européens, Buñuel, Fellini, la nouvelle vague française. Donc c'était vraiment une merveilleuse éducation cinématographique et il ne fallait rien faire pour l'avoir, cette éducation-là. C'est quelque chose qui vous arrivait gratuitement chez vous, mais c'était aussi aléatoire. On ne pouvait pas choisir les films, c'était les programmateurs de la télévision qui choisissaient les films. Et la manière dont les jeunes aujourd'hui découvrent le cinéma, c'est complètement différent. Ils ont un choix extraordinaire. Vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez sur Netflix ou sur Amazon Prime ou ailleurs. Mais comment est-ce qu'on choisit ce qu'on va voir? Est-ce que vous laissez les algorithmes choisir pour vous? C'est pas forcément très fiable. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui étaient qui faisaient une forme de commissariat, un peu des curateurs pour moi, qui choisissaient les films pour moi, et des films à la fois européens, américains ou anglais. C'est ce que vous écrivez dans le journal d'une obsession, le texte que vous avez consacré à votre obsession, du film que l'on verra d'ailleurs tout à l'heure à 21h, La vie privée de Sherlock Holmes, que c'est quasiment un crime que de vouloir prendre un extrait d'un film, en tout cas de l'arrêter, de le regarder par bout, et que les vrais dieux du cinéma, pour vous, étaient les programmateurs de télé ou de cinéma. Vous êtes toujours en accord avec vous-même?
Je dis ça parce qu'on va passer un extrait juste après, en plus. I think clips are fine. Les extraits, ça va. Yeah, I think something has changed quite. Oui, je pense que quelque chose a changé de façon profonde dans la manière dont on consomme les films. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai regardé des films chez moi, en streaming ou sur mon ordinateur. Et même quelqu'un comme moi qui a écrit cela il y a une vingtaine d'années, eh ben, aujourd'hui je suis assez content de faire pause et de me lever, d'aller faire une tasse de thé, de faire autre chose pendant quelques temps. Donc le rythme que le réalisateur a mis en place de façon si décidée et moins respectée. C'est le spectateur qui impose quelque part son rythme, ce qui est en un sens plus démocratique, mais quelque chose a été perdu. Et je m'en aperçois dans les rares occasions où je vais au cinéma de nos jours pour voir un film. Et je vois que le fait d'être assis sans interruption pendant 2 heures, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une chose merveilleuse à faire. Mais c'est devenu une forme de tâche quelque part. J'ai plus l'habitude de regarder des films comme ça. C'est ce qui rapprocherait le cinéma de l'expérience musicale, enfin d'écouter un morceau de musique, et qui le différencie peut-être de la manière dont on lit, puisque le livre, on peut le poser, aller à son propre rythme. Vous en tenez compte, évidemment, quand vous écrivez ? Ou quand vous composez de la musique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan est également compositeur et musicien. Oui, c'est véritablement intégré à la manière dont on consomme la littérature, le roman depuis des centaines d'années. Donc je ne m'attendrai jamais à ce qu'un de mes lecteurs s'asseye et lise mon livre de la première à la dernière page sans interruption. Bien sûr que non. Mais on s'attend ou à s'entendre historiquement de voir les films comme cela, et on ne le fait plus. Donc je pense que c'est un changement dans ce médium-là. C'est vrai que pour finir, il y a un personnage, un objet, qui est un personnage important du Testament à l'anglaise, qui est le magnétoscope, utilisé par le personnage de Thomas, je crois, dont vous dites au détour d'une phrase que la raison d'être du magnétoscope, c'est l'arrêt sur image. Donc lui, ce sont des arrêts sur l'image un peu particuliers, pour ceux qui ont lu le livre. Voilà. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de question avec ça, mais c'était juste pour dire que le magnétoscope était aussi la révolution, en tout cas, de la cinéphilie, la manière de casser, de reprendre et de triturer les films, et vous l'avez utilisé dans le Testament à l'anglaise. J'attends la fin de la traduction pour... Ok, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions, mais on va regarder. Non pas un extrait, mais une bande-annonce. Dans la liste que vous nous avez proposée sur ce portrait d'Angleterre, donc il y a 12 films, il y avait 12 films, et vous avez fait 2 écarts. On vous avait demandé des films plutôt contemporains, des années 2000, 2010, et il y a eu 2 écarts, un film des années 80, un autre des années 90, et on va les comparer un petit peu tout de suite. Et on va donc voir une première bande-annonce. Vous verrez, le film est assez incroyable. Donc le trailer était pas mal pour entrer dans sa matière un peu folle. Je ne vous dis rien, regardez simplement. Donc c'est l'extrait numéro 5. This hospital is run on £125 million of your money every year! Whatever is happening in Britannia Hospital. Oh, what you got in here then? One geriatric, hypothermia. No admissions except by union dispensation. This could be a major confrontation. Stick close to me, lad. This is not what was ordered. I'm afraid His Excellency's mango slices have been delayed. This is the best we can do. Intensive here, Ken. Looks like a Kroger. OK, pass him through. Where'd you want it? I couldn't care less. I've been off duty for the past 10 minutes. What a light. Come in, Sammy. Come in, Red. Are you receiving me? Come on. Let's make movies. Hey, come back! Movies! You're only being paid for an 8-hour day, Mr. Potter. You'll have to be out of here by 10 at the latest. They're refusing to admit the royal luncheons. We have a royal occasion here today, you know. They're picketing the Fortnum's van. I didn't have 50 years in India to end up bedding down with a lot of wogs. Oh! This isn't a Nairobi Hilton. Where the hell have you been? This
is a British hospital! Today, the human experiment. Left lung 2 seconds slow. Tomorrow, Liver and lights trailing 6 seconds. Genesis. Remember the Battle of Britain? Remember the Peasants' Revolt? We're all on the same side, lads. Not in a class war, we're not. Not in the inevitable march of socialism, Potter. Superintendent, can you guarantee the safety of HRH? Honored to meet you, Ma'am. She's as safe here as in Windsor Castle. They've been provoked beyond endurance. This is disgraceful. HRH must be protected. This is no good. Get her inside now. Alors vous avez deviné, il s'agit de Britannia Hospital de Lindsay Anderson, donc de 1982. Donc pourquoi avoir choisi ce film? C'était le premier de la liste, en tout cas du point de vue chronologique. C'est un film assez fou d'un grand réalisateur britannique qui revient du free cinéma. Oui, mais vous l'avez pas programmé finalement. Non, on ne l'a pas programmé, parce qu'on n'a pas, voilà, il y a des raisons parfois de copie, etc. Mais on tenait, comme il était dans la liste, la première liste, c'était important que vous puissiez en parler un petit peu. En tout cas, juste voilà, pourquoi d'un seul coup ce film arrive et dans le souvenir que vous en avez, qu'est-ce qu'il représente de l'Angleterre et du cinéma anglais. Well, une des choses qui m'a toujours intéressé à propos du cinéma britannique, c'est cette tension entre le réalisme et ce qu'on pourrait appeler poésie, à défaut d'un meilleur mot, comme Truffaut a dit qu'il y avait une contradiction entre le cinéma et la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'il a dit. Le problème que Truffaut a avec le cinéma britannique, c'est qu'il le trouvait trop proche du réalisme, du théâtre. Et ce que moi j'aime bien dans les films de Lindsay Anderson, et il n'y en a que 3 ou 4 qui les fait, puisque dans les années 60 et 70, c'était très difficile pour lui de trouver de l'argent pour faire ses films. Et ce que moi j'aime beaucoup dans ces films, c'est qu'ils ne sont précisément pas réalistes. Il puise dans l'énergie du surréalisme, de la culture populaire, avec un contexte très politique, très violent et avec une grande colère. Et son grand succès a été If, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes en 68 ou 69. Et quelques années plus tard, 10 ans plus tard, il a fait Britannia Hospital, qui, comme vous pouvez le deviner d'après le titre, utilise l'idée de cet hôpital à Londres comme une métaphore de l'État tout entier. Et avec un portrait extrêmement excentrique et énergique d'un pays divisé par les distinctions de classe, obsédé par la tradition avec cette visite royale, en même temps qu'il y a des protestations politiques à l'extérieur de l'hôpital. Et toutes ces intrigues mènent finalement le film dans une conclusion extrêmement violente. Et ce film a été vraiment détesté. Ça a été un échec total, un flop en Angleterre.
à l'époque du passage au pouvoir de Margaret Thatcher, où le pays traversait une crise avec cette ferveur patriotique entre les partisans de Margaret Thatcher. Je pense qu'avec 40 ans de recul, on peut y voir un film et un portrait extrêmement précis et juste des tensions qui déchiraient l'Angleterre à l'époque et qui le font encore. Alors, un deuxième film des années 90, celui-ci, qui n'est pas dans le programme non plus, mais on va en parler puisqu'il est inspiré d'un roman qui compte beaucoup pour vous. On va voir l'image numéro 1, là c'est juste l'affiche du film, donc image numéro 1. Alors, donc c'est les vestiges du jour, Remains of the Day en anglais. Donc on est totalement dans quelque chose de très différent dans l'ambiance, dans la mise en scène. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce film participe également de l'identité britannique, et en tout cas le prix Nobel de littérature, donc Kazuo Ishiguro, qui est à l'origine de ce film, enfin le roman à l'origine de ce film. Je crois que ça fait partie de vos livres préférés, qui pour vous dit très exactement ce qu'est l'Angleterre. J'ai choisi ce film pas seulement pour ses qualités cinématographiques, parce que c'est une adaptation très fidèle du roman d'Ishiguro. Mais c'est en effet un auteur très intéressant qui a un japonais de naissance, mais qui a une vision très intéressante de la société britannique. Il y a vécu presque toute sa vie et il continue d'avoir ce pas de côté dans l'observation de la société anglaise. Et j'aime beaucoup ce roman en raison de cette étude de la répression émotionnelle britannique et ce regard très stéréotypé que portent les étrangers sur l'anglais, sur le fait que nous ne sommes pas en relation avec nos émotions et que nous sommes incapables de les exprimer. Et c'est l'histoire de ce majordome qui a cette relation avec qui est amoureux de cette femme, mais qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments. Et ce que l'on observe dans la famille qu'il sert, c'est que sa cécité envers ses propres sentiments s'étend à ce qui se passe autour de lui, les réunions politiques qui se déroulent dans cette maison, sur la façon dont cette cécité a permis l'adhésion des Anglais à la montée du fascisme. Cette analogie me semble extrêmement subtile et belle entre la répression émotionnelle et une certaine naïveté ou une ignorance politique. C'est en cela que me semble que c'est un des films les plus intéressants venant d'Angleterre dans les années 90, avec The Queen de Stephen Frears que nous avons montré et qui est un regard sur les événements qui ont entouré la mort de Lady Diana en Angleterre, avec cette échappée émotionnelle de la part des Anglais, cette orgie, pourrais-je dire, de deuil et de chagrin exprimé face à la mort d'une femme qu'aucun de ces Anglais n'avait connue. Donc c'est un événement très important dans l'histoire de mon pays, et le film de Stephen Frears l'a vraiment su le capter de façon très belle. Eh bien, merci pour cette transition toute trouvée, parce qu'on a un extrait de The Queen que l'on peut regarder maintenant. C'est un extrait très intéressant, vous verrez. C'est l'arrivée et la première rencontre de Tony Blair, Michael Sheen et de la Reine Mère, interprétée par Hélène Mirren. Mais peut-être, Jonathan, vous pouvez prendre place sur le fauteuil au premier rang pour pouvoir profiter un peu plus de cet extrait qui fait 4 minutes. Voilà, si vous le souhaitez, pour ne pas vous tordre le cou quand même. Donc, il s'agit de l'extrait de The Queen, extrait numéro 2.
When we reach the audience room, I will knock. We will not wait to be called. We shall go straight inside. Standing by the door, we bow from the neck. I will introduce you. The Queen will extend her hand. You go to her, bow again, then shake her hand. A couple of other things. It's ma'am as in ham, not ma'am as in farm. And when you're in the presence, at no point must you show your back. The presence? Yes, sir. That's what it's called when you're in Her Majesty's company. Would you like to sit there, Mrs. Blair? How nice to see you again, Mr. Blair. And congratulations. Thank you. Children must be very proud. I hope so. You've 3, haven't you? That's right. Oh, how lovely. Such a blessing, children. Please, do sit down. Thank you. Have we shown you how to start a nuclear war yet? No. Oh, first thing we do, apparently. Then we take away your passport and spend the rest of the time sending you around the world. Well, you obviously know my job better than I do. Yes, well, you are my 10th Prime Minister, Mr. Blair. My first, of course, was Winston Churchill. He sat in your chair in frock coat and top hat. He was kind enough to give a shy young girl like me quite an education. I can imagine. With time, one has hopefully added experience to that education and a little wisdom, better enabling us to execute our constitutional responsibility. To advise, guide, and warn the government of the day. Advice which I look forward to receiving. Yes, well, we'll save that for our weekly meetings. If there's nothing else, I believe we have some business to attend to. Of course. Your Majesty, my party has won the election, and so I come now to ask your permission to form a government. No, Mr. Blair. Mr. Blair, I asked the question. The duty falls upon me as your sovereign to invite you to become Prime Minister and to form a government in my name. If you agree, the custom is to say yes. Yes. Mrs. Blair, lovely to see you again. And congratulations. You must be very proud. Yes. And exhausted, I imagine. Where will you be spending the summer? France. Oh, lovely. You'll be in Balmoral, I expect. Yes, yes, I can't wait. It's a wonderful place. You know, my great-great-grandmother Victoria said of it, in Balmoral all seems to breathe freedom and peace and make one forget the world and its sad turmoils. Your Majesty. Oh, excuse me. Oh, really? Yes, we need to know how to respond. Yes, of course. I'm so sorry, we're going to have to leave it there. Not too short, was it? 15 minutes? One doesn't want to be rude. No. Voilà, donc Stephen Frears, donc vous avez peut-être pu voir ou revoir le film, c'était avant-hier, présenté par Jonathan Coe. Donc dans cette scène qui est incroyable, on voit toute la collision entre le nouveau, enfin en tout cas entre le politique et la royauté, entre simplement le protocole très ancien et la nouveauté de ce Tony Blair arrivant et de ce néo-travaillisme triomphant. Que vous décrivez notamment dans Le Cercle fermé, le deuxième opus de votre trilogie. Donc qu'est-ce que vous inspire ce film et cette scène en particulier? D'abord tout, ça me rend un peu nostalgique pour
cette année 97 où le Parti travailliste a remporté cette victoire. Après, les choses ont mal tourné pour Tony Blair d'une façon qui était imprédictible, imprévisible à l'époque. Avec sa décision désastreuse, à mon sens, de soutenir Bush dans la guerre contre l'Irak. Et très vite, le peuple britannique a ressenti beaucoup d'aigreur envers Blair. Mais après 19 années de gouvernement conservateur, son arrivée était un bol d'air frais. Pour ce qui est du film de Stephen Frears, ce n'est pas seulement cette vignette de cette formalité archaïque et qui a une dimension comique, surréaliste. Et on peut voir Lindsay Anderson quelques années plus tard. Une scène de ce type aurait été, le trait aurait été encore plus forcé pour montrer le théâtre bizarre qui sous-tend ces institutions. Mais dans le film de Frears, il y a aussi des images d'archives extraordinaires de ces scènes de deuil public à l'extérieur du palais et des interviews avec des personnes qui venaient pleurer la princesse. Et cette expression très spontanée de sentiments, d'émotions est l'exact opposé de cet échange que l'on observe ici entre le Premier ministre et la reine dans cette rencontre un peu étrange mais charmante. J'ai l'impression que Stephen Frears est assez proche de votre manière de travailler. En tout cas, dans ce film, vous l'avez dit, utiliser des images de documentaires, reprendre des personnages existants, avoir cet œil ironique sans en faire trop, mais toujours avec une grande subtilité. C'est un peu l'humeur de certains de vos livres, notamment de la trilogie des enfants de Longbridge. Est-ce que vous vous sentez proche de Frears? Il me semble que c'est le réalisateur qui se rapproche le plus de votre univers. Peut-être, c'est oui, dans les réalisateurs contemporains britanniques, c'est lui qui est le plus proche de mon travail. The Queen est son film le moins personnel, idiosyncratique qui soit, mais il a fait des portraits très différents dans un film comme My Beautiful Laundrette du pays, qui met en scène le début des années 80 en Angleterre, quand l'attitude britannique envers l'homosexualité, envers le multiculturalisme, commençait tout juste à changer. Et il a été à l'époque extrêmement radical et audacieux dans son portrait de la Grande-Bretagne, comme dans Dirty Pretty Things, quand il montre ces immigrés, les conditions dans lesquelles les immigrés mènent une vie souterraine en Angleterre. Et donc, ces rapports aux épisodes historiques du monde contemporain avec un esprit et une ironie très froide et caractéristique de l'homme lui-même, si vous l'avez rencontré. Alors, on ne peut pas traverser toute la filmographie de vos choix, en tout cas pour ce portrait d'Angleterre, mais j'aimerais parler aussi un petit peu de votre style, de votre manière, de votre méthode d'écriture.
Vous dites souvent, en tout cas vous avez pu dire, que être anglais, vous-même, vous vous posez tout le temps la question du monde dans lequel vous vivez, du pays dans lequel vous vivez. Est-ce que, alors c'est une question un petit peu, évidemment, à la fois facile et peut-être un peu évidente, mais écrire, vous est-il à mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez? C'est-à-dire que quand vous commencez un livre, vous avez un plan déjà préétabli, vous savez très bien en théorie ce que vous allez développer, ou est-ce qu'il y a des choses qui vraiment vous découvrez, notamment sur le cœur de l'Angleterre, où vous étiez en direct de l'actualité, si j'ose dire. Donc il y a cette grande histoire, et il y a ces gens dont vous parlez. Voilà, quelle méthode utilisez-vous, et est-ce que vous découvrez vous-même, voilà, est-ce que vous élucidez des mystères à travers votre écriture? Je pense que c'est une question intéressante et ça a beaucoup changé pour moi pendant ces 34 années, 35 années où j'ai écrit en tant qu'auteur publié. C'est Testament à l'anglaise qui a été mon premier livre populaire, et je rencontre encore beaucoup de lecteurs en France, en Angleterre, dans d'autres pays où ça reste mon livre préféré pour eux. La réserve que j'ai pour ma part sur ce livre, Testament à l'anglaise, avec le recul, c'est qu'il me semble un peu ce que Kundera appelait un roman à thèse. C'est une sorte de un livre préconçu comme une satire anti-Thatcher. Mon idée était déjà toute faite avant de commencer à écrire le livre. Je savais que ça serait une attaque envers Thatcher. Donc, ce n'était pas pour moi un chemin de découverte. Ça a une valeur cathartique. Mais au contraire, un livre comme Le cœur de l'Angleterre a vraiment été écrit dans un esprit différent, qui était un esprit de curiosité, de découverte. Contrairement à des commentateurs de la scène britannique, moi j'ai été très surpris par le résultat du référendum sur le Brexit. Pendant la campagne, on savait que ça allait être très serré, mais je continuais de penser que pensais que l'Angleterre resterait quand même dans l'Europe. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre vraiment pour chercher à explorer pour moi-même, à poser la question de comment ça a pu nous arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Anglais se sentent différents, plus des autres pays anglais? Est-ce que ce sont des données géographiques, cet esprit insulaire, ou bien y a-t-il quelque chose de plus fondamental encore? Une sorte de scepticisme envers notre relation au reste de l'Europe qui était là depuis des décennies déjà. Donc j'ai vraiment écrit ce livre pour essayer de comprendre mieux mon pays pour ma propre satisfaction. Et quand je dis mon peuple, c'est aussi moi-même, puisque je n'ai pas choisi d'être anglais. Je suis né dans ce pays et parfois je le porte comme un poids. C'est un autre des dangers auxquels vous avez fait allusion quand vous disiez que la question de l'identité nationale elle-même peut être une question épineuse et elle peut aussi être un fardeau si on s'y surinvestit, si on y place trop de fierté. Et le résultat du référendum sur le Brexit a rendu ma relation avec ma propre identité britannique plus problématique. Vous dites dans le cercle fermé que, notamment en politique, l'important n'est plus ce que l'on dit, mais la manière dont tout est interprété.
c'est plus le contenu, tout est vide, c'est un brouhaha de sens, c'est une rhétorique sans fin. Et pour y répondre, j'ai l'impression que, en tout cas, votre technique narrative est de mélanger tous les supports de narration, tous les registres de parole. On passe d'un tract à un journal intime, à un scénario. Voilà. Comment vous concevez, alors c'est une question très vaste, mais est-ce que c'est arrivé tout de suite, cette manière de travailler tous les registres de parole, peut-être pour cerner quelque chose qui serait la vérité du livre ? Oh là là, vous me parlez de tout ce que j'ai fait il y a 15 ou 16 ans. Vous, bien sûr, vous les avez relus la semaine dernière, mais pas moi. Donc, j'ai un peu de mal à revenir sur des références précises, mais un des problèmes auxquels on est soumis à chaque fois qu'on se pose la question du point de vue dans un livre, j'ai souvent du mal à utiliser la première personne parce que je la trouve trop restrictive. Et quand je le fais, comme La pluie avant qu'elle tombe ou Billy Wilder et moi, je préfère utiliser la voix d'une femme pour déjà être en dehors de ma personne. Donc j'essaye constamment de sortir, m'échapper de mon propre point de vue trop étroit, défini par ma culture, mon sexe, ma personne, et essayer d'élargir tout cela. Et dans ces grands romans sociaux du 19e siècle, Hugo, Balzac ou Dickens, c'était cet usage de la troisième personne qui me semble aujourd'hui difficile à adopter. C'est un privilège qu'aucun auteur ne semble pouvoir s'octroyer de nos jours. Donc, pour Testament à l'anglaise, j'ai essayé de trouver une technique qui me permettrait de circuler entre des différentes formes d'expression. Et sans doute, finalement, dans une approche assez cinématographique qui permet de multiplier les points de vue. On passait de la troisième personne à la première, à un style épistolaire, à une transcription d'une émission télévisée. Tout cela, c'est pour chercher à retrouver cette voie du roman classique qui me semble assez inaccessible. Toujours dans le cercle fermé, il y a une très belle page où le personnage de Loïs parle. Et ce qui m'intéresse dans cette page, c'est la manière dont elle cherche absolument la logique des choses. Elle cherche la causalité des choses. Essayer de remonter depuis un attentat qui a pu avoir lieu dans le premier livre Bienvenue au club. Elle est obsédée par trouver la causalité des choses, que rien n'est dû au hasard. Est-ce que, par ailleurs, vous aimez les coïncidences, vous aimez orchestrer plutôt les hasards. Il n'y a aucune nécessité dans le monde de Jonathan Coe, mais une suite de contingences. Tout comme le Brexit, peut-être, a été la suite de hasards fortuits et de maladresses, et notamment de David Cameron. Bref, ma question est, le travail du romancier que vous êtes, est-il de retrouver, de remonter aux sources et de retrouver une causalité peut-être perdue pour donner un petit peu de sens à ce monde qui n'en a pas? Alors je confesse avoir l'impression d'être dans les premières pages du cœur de l'Angleterre, où, vous savez, il y a cette confrontation entre un écrivain anglais et un écrivain français, et le modérateur au milieu qui ne pose que des questions alambiquées, et l'écrivain qui pontifie sur l'identité de l'Angleterre. Vous ne pontifiez pas, mais j'ai peur que parfois mes questions soient légèrement alambiquées. Oui, en effet, c'est une question alambiquée, mais ça va, je m'en sortirai. Thank you.
Oui, j'ai toujours été intéressé par cette question de hasard. Et mon premier roman qui a été publié dans les années 80 s'appelait La femme de hasard. La femme de hasard. On vient de me le souffler à l'oreille. Et comme je vous le disais, je n'ai pas de mémoire précise de mes premiers romans, mais en effet, je me souviens de Maria qui, à la fin du livre, qui décide de manger cette charcuterie très salée, et elle se dit que si elle mange du gammon 5 ans plus tard, elle sera avec son mari, avec qui elle n'est pas heureuse. Et ce choix extrêmement aléatoire dans le restaurant lui a fait mal choisir également son mari. Depuis que j'ai écrit cela, je me dis que même si cet effet papillon, cet enchaînement d'accidents, de hasards, nous permet de nous intéresser à des effets, à des dimensions plus profondes qui sont intéressantes. Dans le cœur de l'Angleterre, au début, Golden Brown, au début, en direct à la télévision, il appelle une femme une bigote. C'est juste un accident malheureux. Quelqu'un a oublié d'éteindre son micro, ou alors lui a oublié qu'on lui avait déjà mis un micro, et puis c'est passé à la télévision, et dans une certaine mesure, ça a coupé court à sa campagne. Et ensuite, avec l'élection de David Cameron, on peut tracer le chemin jusqu'au Brexit. Donc, on pourrait dire que le Brexit a eu lieu à cause de ce malheureux accident, mais en réalité, non. Le Brexit devait arriver en raison du psychisme anglais. Donc, il y a les manifestations de surface, mais il y a aussi quelque chose de plus sourd, de plus profond. Et c'est ça que j'essaie de pointer dans mes livres. Alors, pour avancer et continuer d'alambiquer les questions, je voudrais qu'on parle de votre... Alors, ce n'est pas le ton général de tous vos livres. D'autres livres se détachent un peu du style de la satire. Je pense à La Maison du Sommeil, où on n'est pas forcément dans cette veine-là, mais très souvent, on vous présente comme le grand satiriste socio-politique de la littérature britannique. Vous avez pu également déclarer que l'humour était, alors on est toujours dans l'identité anglaise, que l'humour était pour vous indissociable de la structure même du discours britannique, de tous les niveaux, comme un code développé à travers les siècles, voilà, pour ne jamais dire très exactement ce que l'on pense, ou en tout cas pas de manière directe. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette idée de l'humour britannique et de la manière dont vous l'utilisez dans vos livres? Well, before we get on to how I use it in my books. Avant de passer à la manière dont j'utilise dans mes livres, l'exemple le plus évident qui saute aux yeux du danger de l'humour britannique, c'est notre Premier ministre aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé récemment qui je pensais était le satiriste le plus influent, pas le meilleur, mais le plus influent de la dernière décennie. Et j'ai dit, c'est Boris Johnson. Parce que Johnson, comme vous le savez sûrement, a commencé sa carrière comme journaliste pour le Times et le Télégraphe. Il était à Bruxelles. Il écrivait sur le fonctionnement du Parlement européen qu'il présentait à ses lecteurs comme une farce, comme quelque chose de ridicule. Et il a créé
un mythe énorme, extrêmement influent, que d'autres journalistes ont commencé à reprendre en disant que le Bruxelles, c'était juste des bureaucrates qui voulaient dicter la forme de nos saucisses et nous empêcher de manger des bananes tordues. Donc, et c'est devenu le récit dominant de ce qu'est l'Europe dans ses relations à la Grande-Bretagne. Mais bien évidemment, ces articles n'étaient pas du journalisme, ils se présentaient comme du journalisme, c'était de la caricature, c'était de la satire. Et les Britanniques ont gobé. Parce que ce qui est drôle, ce qui est humoristique, c'est plus facile à absorber, à intégrer, c'est plus agréable à absorber, à intégrer que la vérité, qui est souvent ennuyeuse, banale et complexe. Et l'humour, pour moi, parmi d'autres choses, c'est un outil de simplification très très important, mais on peut l'utiliser de deux manières. On peut simplifier une situation pour arriver à la vérité ou simplifier une situation pour arriver à un mensonge. Et ce que j'essaie de faire, moi, dans mes livres avec l'humour, c'est d'utiliser comme une manière de permettre au lecteur de voir la vérité plus rapidement, plus économiquement, plus clairement, parce que c'est ça qu'une bonne plaisanterie peut faire. Comme j'ai essayé de le faire dans ce passage de Billy Wilder et moi, où le scénariste collaborateur de Wilder, Al Diamond, ce grand scénariste, quand il raconte une blague et son visage s'éclaire, parce que pour lui, une blague, c'est un moment de clarté, c'est un moment où la complexité du monde s'efface et de façon libératrice, de façon très agréable, on voit la vérité pendant un moment telle qu'en elle-même. Vous aviez analysé cette on va dire, avènement de Boris Johnson, avant même qu'il soit Premier ministre, à travers ce que vous appelez la comédie anti-establishment. Donc, comment continuer à faire de l'humour, comme vous le faites, comment continuer la satire, quand le monde lui-même est devenu si risible et la politique un divertissement. Vous avez parlé de la perversion de l'autodérision et qui a donné lieu à Boris Johnson, à d'autres dans d'autres pays. Dans ce même texte, vous mettez la France en garde. D'ailleurs, c'était il y a quelques années. Je pense qu'il faudrait qu'on relise ça aujourd'hui. Comment continuer à pratiquer la satire et pourquoi pas passer parfois au pamphlet, comme Orwell pouvait le faire, qui est plus direct. Comme je l'ai dit dans un roman comme Le cœur de l'Angleterre, j'écris pas vraiment de manière satirique comme je le faisais dans Testament à l'anglaise, parce que où là j'essaye de prouver véritablement une thèse par l'humour. L'humour dans Le cœur de l'Angleterre, c'est plus une comédie des interactions humaines qui donne des moments de légèreté et de soulagement par rapport aux choses politiques beaucoup plus lourdes qui se passent dans le roman. Mais vous avez raison. En un sens, des satiristes comme moi, qui viennent de la gauche, disons la gauche libérale, ont été pris à contre-pied quelque part et ont été pris au dépourvu depuis une décennie. Parce que beaucoup des politiques, des figures politiques les plus importantes aujourd'hui sont des comiques. Regardez Donald Trump. Regardez la manière dont il s'adresse au public dans ses meetings. Il fait du stand-up. C'est pas un rhétorique. Il ne fait pas de la rhétorique politique de façon traditionnelle. Ou dans le sens traditionnel. Il se modèle lui-même sur Rodney Dangerfield, le comique américain, avec ses histoires où il se dénigre lui-même, avec de l'autodérision, et quelque part il emporte son public avec lui. Et je le trouve pas particulièrement drôle, mais je trouve ça très très bien fait. Et il réussit véritablement à créer un vrai rapport avec ses supporters. Donc l'homme politique ou la personne politique en tant que clown est devenue une figure dangereuse. On en a un au pouvoir en Grande-Bretagne, Poutine. Certaines personnes
attribue sa montée d'influence à des apparitions qu'il a faites dans un talk show, le talk show de Larry King aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, où il a développé une façon de parler de lui-même avec une sorte de clin d'œil ironique qui permet d'éviter, d'esquiver la vérité et qui en même temps permet aussi d'établir une complicité avec votre public, avec les gens qui vous soutiennent. Et ceux d'entre nous qui veulent utiliser l'humour de façon différente sont un peu... ont été un peu obligés de battre en retraite et d'attendre quelque part, de ronger notre frein et en attendant le moment où on pourra contre-attaquer. Donc le roman que je suis en train d'écrire, même s'il parle l'état de ma nation en 2020, là encore, il ne sera pas particulièrement satirique parce qu'aujourd'hui, de manière étrange, la satire appartient à la droite. Comment vous percevez, si on fait une petite parenthèse avec ce qui se passe en France aujourd'hui, comment vous percevez la campagne présidentielle qui s'annonce en France, si vous en percevez quelque chose ou pas? Mais on a l'impression de vivre quelque chose que vous avez pu vivre, vous, il y a quelques années. Vous avez toujours un petit temps d'avance. I'm not going to comment on. Je ne vais pas commenter sur la politique française, parce que je ne suis pas un expert, mais je ressens beaucoup de désespoir parmi les gens auxquels je parle sur cette élection qui se prépare, en termes d'alternatives disponibles, en termes du fait que l'extrême droite, si je le comprends bien, a une figure nouvelle, potentiellement très influente, qui est en train d'émerger, et quelqu'un qui utilise l'humour pour se faire apprécier du public. Une figure, d'après ce que j'en sais, me semble un peu une sorte d'équivalent français de Nigel Farage, qui n'a jamais été un politique grand public, finalement. Mais c'est le seul politique, à l'exception de Boris Johnson, c'est peut-être le politique qui a eu la plus grande influence sur le cours de la Grande-Bretagne depuis 20 ans. Et donc on voit donc ces politiques qui utilisent l'humour et l'ironie pour faire passer des idées extrêmes dans le discours politique général. C'est quelque chose qui est très dangereux et qu'il faut surveiller de près. Alors, on va parler de Mr. Wilder and Me. En tout cas, Billy Wilder, évidemment, quelqu'un qui a manié, comme vous le disiez, si bien à la fois l'ironie, mais aussi la mélancolie, en ayant un équilibre très juste entre ces deux humeurs. Est-ce que vous accepteriez de nous lire le début de Billy Wilder et moi, en français, pour qu'on entende quand même l'auteur nous lire? C'est toujours un moment particulier. Donc la première page, simplement, donc dans vos oreilles, vous aurez, pour ceux qui veulent entendre la traduction, c'est la traduction de Marguerite Capel, donc de ce livre publié chez Gallimard. Donc est-ce qu'on peut simplement avoir ce début, et après on en parle jusque... La petite marque là. Okay, I can read it, but this passage has nothing to do with Billy Wilder. Je peux le lire, mais ce passage n'a absolument rien à voir avec Billy Wilder. C'est pas un problème? Un matin d'hiver, il y a 7 ans, je me trouvais sur un escalator. C'était l'un de ceux qui vous permet de remonter jusqu'au niveau de la rue depuis les quais de la Piccadilly Line à la station de Green Park. Si vous avez déjà emprunté ces escalators, vous vous souvenez sûrement qu'ils sont interminables. Il faut à peu près 1 minute pour parvenir en haut. Et pour une femme de nature aussi impatiente que la mienne, 1 minute à rester immobile, c'est trop long. Même si je n'étais pas particulièrement pressé ce jour-là, j'ai entrepris sans attendre de remonter l'escalator à pied en me faufilant pour dépasser la file de passagers qui stationnaient sur la droite. J'ai peut-être bientôt 60 ans, mais je suis toujours dans le coup, j'ai toujours la forme, peut-être tout au long. Jusqu'au moment où, 3/4 de la montée, je me suis trouvé coincé. Une jeune mère se tenait sur la droite, et à gauche, lui donnant la main, il y avait sa fille de 7 ou 8 ans,
Peut-être elle avait les cheveux blonds et portait un petit impair rouge avec une capuche qui la faisait ressembler un peu à la fillette qui se noie au début de « Ne vous retournez pas ». Tout me fait penser à un film, c'est plus fort que moi. Je n'avais pas la place de la dépasser. Et de toute façon, je n'avais pas envie de briser ce joli instant d'intimité entre une mère et sa fille. Alors j'ai attendu qu'elles atteignent le sommet de l'escalator et j'ai observé la petite qui se préparait à sauter pour descendre. Même de dos, je percevais son impatience, l'énergie concentrée que devait avoir son regard fixé sur la piste en mouvement devant elle, toute la volonté dans ses petits membres et ses muscles bandés comme des ressorts. Et puis, quand le moment est arrivé, le geste soudain et farouche, alors qu'elle bondissait pour atterrir saine et sauve sur la terra firma. À la suite de quoi, manifestement soulagée et enchantée de sa manœuvre, elle a exécuté 2 petits pas sautillants, serrant encore la main de sa mère, que son geste a entraîné légèrement en avant. Et je pense que ce sont sûrement ces petits pas sautillants, plus que tout le reste, qui m'ont fait chavirer le cœur, qui m'ont coupé le souffle, qui m'ont fait contempler avec émerveillement et envie cette mère et sa fille, qui se dirigeaient ensemble vers le tourniquet. J'ai immédiatement pensé à mes propres filles, désormais adultes, Francesca et Ariane. Et comme à l'âge de 7 ou 8 ans, le simple fait de marcher ne leur suffisait pas toujours. Ça devait leur paraître trop ordinaire, trop ennuyeux, pour exprimer l'intensité du plaisir qu'elles trouvaient dans le mouvement, dans la nouveauté jouissive de leur rapport avec le monde physique. C'est ainsi qu'il leur arrivait parfois, elles aussi, de se lancer soudain dans un pas sautillant ou un petit bond, et ce faisant, elles m'entraînaient avec elles, chacune serrant fermement l'une de mes mains. Et parfois, je sautillais à mon tour, pour rester à leur hauteur et pour leur montrer que moi aussi, j'étais capable de partager leur bonheur, d'être au monde, que l'âge mûr n'avait pas encore tout à fait épuisé cette capacité en moi. Merci. On peut remercier Jonathan. Alors, comment vient ce début? Comment on commence un livre? Qu'est-ce qui est important pour attaquer un livre et un premier chapitre, dans ce livre en particulier? This is a book partly about... C'est un livre en partie sur le cinéma. Pas seulement, mais l'histoire qu'il raconte et l'histoire de Billy Wilder, qui a 70 ans et qui fait un de ses derniers films, Fedora. Et quand on commence un livre, on a le choix. On a un éventail infini de manières de commencer un livre. Une des images qui m'est venue, c'est l'idée d'une femme qui est sur un escalator, qui voit une femme plus jeune avec une petite fille qui lui tient la main et qui sautille en sortant de l'escalator. De façon plus inconsciente, peut-être, j'ai choisi cette image pour ouvrir le livre, parce que ça me semble cinématographique et je pouvais l'imaginer avec une caméra derrière les 2 femmes qui les suivent. Et avec le mouvement de l'escalator qui est comme une sorte de panoramique dans un film, de travelling dans un film. Et c'était l'idée abstraite qui était derrière mon choix d'ouvrir ce livre ainsi. Mais en même temps, il y a un moment émouvant qui se passe. On est dans la tête d'une femme pour qui le fait d'être mère est important, et qui ressent une forme de nostalgie par rapport à cela, maintenant que ses filles ont grandi et commencent à quitter la maison. C'était donc, ça me semble aussi une bonne manière de présenter au lecteur Calista, la narratrice, qui est d'âge mûr et qui sent qu'elle tend vers la vieillesse. Et donc ces images, il y a des images, des idées qui vous viennent, de manière inconsciente, et voilà, il s'agit ensuite de les écrire, de les mettre noir sur blanc, et c'est à ce moment-là qu'on fait des choix par rapport à ce qu'on utilise et ce qu'on rejette. Alors, sans raconter la fin du livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, vous réutilisez cette image à la toute fin du livre. L'image de l'escalator revient vraiment dans les dernières pages, et tout le livre est un hommage également
à Heath Diamond, le scénariste attitré, en tout cas de la plupart des films de Billy Wilder, et un hommage à Billy Wilder non seulement dans les dialogues, mais dans sa structure. Donc, est-ce que vous pensez déjà à la fin, quand vous avez cette première image de l'escalator, et est-ce que vous aviez déjà, donc au début de l'écriture, cette idée de la fin qui revient à cette première image, mais qui en même temps réussit quelque chose de bouleversant. Donc c'est toujours compliqué d'entrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, comme on dit, la fin. Mais il y a une dernière réplique dans le livre qui est bouleversante et qui rend à la fois hommage au travail de Diamond et de Wilder, et qui en même temps boucle la boucle. Donc il y a plusieurs questions dans ma question. Donc la première, elle est, est-ce que vous aviez déjà cette fin en tête? Et ensuite, est-ce que cette structure était un hommage également au travail de Diamond et Wilder? Again, it varies from book to book. Là encore, ça dépend du livre. Parfois, je n'ai pas la fin du livre j'ai pas la fin du livre en tête quand je commence à l'écrire, et certainement pas la dernière phrase. Il se trouve que là, oui, je l'avais en tête, cette dernière phrase. C'était un hommage à Wilder, en quelque sorte, parce que ces livres sont merveilleux, et ils ont en plus certaines des plus belles répliques de l'histoire du cinéma. À la fin de certains Lame Show, personne n'est parfait. À la fin de La Garçonnière, vous avez Tais-toi et donne les cartes. À la fin de Sonny Boulgard, vous avez Monsieur 2000, je suis prêt pour mon gros plan. Donc il y a des lignes, des dernières répliques qui sont absolument mémorables et qui ont été citées très souvent. Donc je me suis demandé si je pouvais effectivement terminer le livre de manière à rendre hommage à son génie pour ces dernières répliques. Et donc oui, j'avais ça en tête dans ce cas précis. Une des choses qui vous donne le sentiment quand on commence un livre qu'il va marcher, qu'il va se déployer à peu près comme vous le voulez, c'est ce sentiment que les images que vous utilisez commencent à trouver leur place et à faire à créer des schémas avec des régularités, etc. Et donc je n'avais pas prévu de réutiliser l'image de l'escalator, mais quand ça m'est venu, je me suis dit que oui, ça semblait bien, et ça montrait que le livre commençait à prendre forme, si vous voulez. Alors, est-ce que, comme vous venez de le lire, c'est un personnage qui évidemment pense tout le temps au cinéma, quoi qu'il lui arrive, dans la vie, les personnages, les gens qu'il croise et qu'elle croise lui font penser à des films? La question est ouverte. Est-ce que c'est votre cas? J'ai l'impression que oui, donc on peut passer à une prochaine question. Mais voilà, est-ce que votre cinéphilie hante simplement votre quotidien? Elle hante évidemment votre écriture, mais est-ce qu'elle hante également votre quotidien? Oui, tous les personnages centraux de mes livres sont inspirés de moi à un niveau ou à un autre, que j'écrive avec une voix masculine ou une voix féminine. Calista, même si elle est à moitié grecque, et pendant la plus grande partie du roman, elle a à peine 20 ans, elle est très proche de moi, et elle est vraiment elle me rappelle celui que j'étais au même âge. Donc c'est cette compulsion de tout voir en termes cinématographiques, qui est quelque chose qui se développe au fil du livre, parce qu'au début du livre, elle ne connaît pas du tout le cinéma, elle ne sait même pas qui est Billy Wilder quand elle le rencontre. Elle a vu très peu de films en réalité, mais l'expérience de travailler avec lui la rend fan et la rend obsédée, la rend cinéphile. Et comme moi, très vite, elle commence à voir tout ce qui se passe dans la vie réelle comme un écho d'un film. Et si vous avez vu le film Ne regardez pas Don't Look Now, que nous avons montré il y a quelques soirs ici, l'image de la petite fille avec cet imperméable rouge est extrêmement obsédante et mémorable. Et à chaque fois que je vois un petit garçon ou une petite fille de 7 ou 8 ans blond avec un petit imperméable rouge, c'est une des choses à laquelle je pense. Dans Billy Wilder et moi, il y a
le livre passe d'un seul coup, est coupé en deux quasiment, et on passe à un scénario sur la jeunesse de Billy Wilder. Quelle serait pour vous la différence fondamentale entre le scénario et l'écriture du scénario de cinéma et l'écriture romanesque? Et ça sera ma dernière question avant de passer la parole au public. Je ne peux pas écrire des scénarios, des vrais scénarios. J'ai essayé, un de mes premiers romans, Les Nains de l'amour, a été adapté pour le cinéma, et j'ai écrit les premières versions du scénario. Et c'était une expérience affreuse pour tout le monde. Écrire un scénario et écrire un roman sont deux disciplines complètement différentes. Ce que j'aime dans le roman, c'est qu'il y a une liberté formelle totale. Vous pouvez écrire un roman de 150 pages ou de 1000 pages, si vous voulez. Il n'y a aucune obligation que chaque page compte dans la manière dont chaque page d'un scénario de 120 pages doit compter. Vous n'êtes pas obligé d'être économique, entre guillemets, au niveau du dialogue. Vous pouvez prendre votre temps. Au niveau d'une conversation, vous pouvez faire des digressions. La ligne narrative ne doit pas être aussi directe. Donc il y a beaucoup de différences. Et une des choses que j'ai découvertes en essayant d'adapter ce livre en film, c'est que voilà, je peux écrire des romans, mais je suis absolument incapable d'écrire des scénarios. Mais il y a ce qui ressemble à un scénario au cœur de Billy Wilder et moi, mais c'est quelque chose d'hybride. Je ne pense pas que ça pourrait être tourné tel que je l'ai écrit. En fait, je suis certain que ça ne pourrait pas être tourné. Mais ça renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure. Comment est-ce que vous trouvez des manières de changer de point de vue dans le cours d'un roman? Et je savais que l'histoire que je voulais vraiment raconter dans ce livre, c'était l'histoire de la fuite de Billy Wilder dans les années 30. Il quitte l'Allemagne nazie, il va en 33-34, il est à Paris, et puis il quitte Paris pour aller aux États-Unis, et il devient scénariste et réalisateur hollywoodien. Mais Calista ne peut pas raconter cette histoire-là, parce qu'elle n'était pas là quand ça s'est passé. Seul Wilder peut raconter cette histoire-là. Et donc il fallait que je trouve un moyen de raconter cette histoire. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'a écrit Wilder, une fois qu'il arrive à Hollywood, c'est qu'il n'a écrit que des scénarios. Il n'a plus écrit d'articles, il n'a pas écrit de romans, etc. Il a fait beaucoup d'interviews. Donc j'aurais pu retracer ça ou raconter ça via une interview. Mais je me dis que ce serait un plus grand défi. Ce serait peut-être plus en harmonie avec sa manière de s'exprimer, de l'écrire comme un scénario. Pas forcément un scénario qui serait filmé, mais un scénario qui serait lu. Alors on a un petit peu de temps pour que vous puissiez converser et poser les questions à Monsieur Coe, donc n'hésitez pas à lever la main. Un micro va circuler dans la salle. Alors qui aurait une première question? Qui va se lancer? Ah, vous avez dit. Voilà, forcément c'est dans l'ombre. Tout en bas, ici, si on peut avoir un micro, sinon je vais me déplacer pour donner le micro. J'ai peut-être pris de vitesse un petit peu. Donc j'arrive. Bonsoir. At one point you said that nowadays vous avez dit qu'aujourd'hui les écrivains ne pouvaient plus utiliser la figure du narrateur omniscient du 19e siècle. Pourquoi ça? Je n'ai pas dit que c'était plus acceptable, mais que c'était difficile. Je pense que nous avons un degré de conscience beaucoup plus élevé, nous sommes plus informés. Il y a de multiples approches pour essayer de se
de mieux se connaître, pour ne parler que de la psychanalyse. Toute expérience est subjective et nous savons que nous avons tous une approche de la réalité très différente. C'est devenu notamment très clair de façon alarmante lors de la dernière année, quand nous voyons comment les manifestations des anti-vaccins chaque semaine à Londres ou à Paris, on se rend compte à quel point la vision du monde de ces gens n'a rien à voir avec celle d'autres personnes. Nous avons des visions radicalement, fondamentalement différentes de la réalité. Donc, nous sommes tous si conscients de notre subjectivité et de leur rôle sur notre perception du monde qu'il me semble à moi peu aisé pour un écrivain d'avoir une vision extrêmement verticale et globale de chaque personne, quelle que soit son appartenance ethnique, son sexe. Je comprends le monde dans sa totalité et je peux donner ma vision de choses. Pour moi, ça ne passe plus. Donc, la manifestation de cela, c'est que la voix narrative qui révèle cette posture, comme je le disais à propos des grands écrivains du XIXe siècle tels que Balzac ou Dickens, ne me semble plus à ma disposition aujourd'hui. Si je veux créer un portrait de la société ou d'un pays ou de mon groupe de personnages, ça suppose pour moi des points de vue différents, donc je dois faire quelque chose qui soit une sorte de puzzle, de cas par cas, et ensuite assembler ces visions. Mais je ne peux pas avoir ce ton surplombant, être une sorte de Dieu qui raconte. D'autres réactions ou questions? Cette fois-ci, le micro est arrivé, n'hésitez pas. Je ne vois pas forcément qui. Là-bas. Voilà. Le micro arrive. Bonsoir. Ma question portait sur des adaptations possibles de votre œuvre. Je sais qu'il y a eu, pour la trilogie de Birmingham, une série. Mais sinon, est-ce que vous considérez que votre œuvre romanesque n'est pas adaptable au cinéma? Et pourquoi? Certains d'entre eux peuvent être adaptés, et pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Il y a quelques années, j'ai écrit La Maison du Sommeil, et là, il y a beaucoup de scènes que aussi bien des critiques que des lecteurs décrivent comme cinématographiques. Je vois ce qu'il veut dire, et pourtant, le roman entier, malgré de nombreuses tentatives, dont certaines de moi-même, ça n'a jamais fonctionné. D'en faire un scénario. Et l'autre jour, il y a eu un article dans le journal sur quels sont les 5 romans qui ne peuvent jamais être adaptés. House of Silver c'est parti. Je trouvais ça très juste, mais bon, peut-être que quelqu'un d'autre peut se lancer. Je pense... Je me souviens que Hitchcock a dit que sa méthode d'adaptation, quand il partait d'un livre, d'une œuvre littéraire, c'était de lire une fois l'histoire et ensuite de laisser le livre de côté, juste retenir les idées principales et après de le repenser en termes cinématographiques. C'était ça. Façon. Et quand Billy Wilder a fait ces temps de réflexion qu'il avait écrit avec George Axelrod, qui avait écrit d'abord la pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma, il est venu au bureau de Billy Wilder avec sa pièce dactylographiée. Et Wilder lui a dit « ça a très bien fait de la porter ».
j'en avais besoin puisque j'avais besoin d'une cale pour fermer ma porte. Il l'avait vu une fois au théâtre et pour lui c'était suffisant. Il avait besoin de le réimaginer en film. Mais si vous adaptez un roman qui a déjà fonctionné, qui existait en tant que roman, ce n'est pas forcément une bonne approche, puisque des romans classiques, les grands romans ne font pas toujours des films qui fonctionnent bien. Souvent, ces adaptations sont des pièces très légères, comme Les oiseaux de Hitchcock ou Ne regardez pas, qui sont des adaptations de Daphné du Maurier, ou alors des textes qui ont échoué, qui n'ont pas été de grandes œuvres et qui au cinéma peuvent donner une seconde chance pour faire marcher des idées qui ne marchaient pas sur le papier. Mais dans mon cas, c'est que pour les cinéastes, il y a trop de va-et-vient en termes temporels, en termes narratifs, et donc c'est assez difficile, compliqué d'adapter ça au cinéma, puisque le mariage avec le récit du cinéma commercial ne fonctionne pas. Peut-être que pour la télévision, ce livre-là a fonctionné parce que le récit est extrêmement linéaire et direct. Parfois, il est très tentant pour des cinéastes d'adapter mes livres parce qu'ils sont pleins de moments cinématographiques ou cinégéniques, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le texte dans sa totalité se prête à la forme du cinéma, et ce n'est pas le cas pour beaucoup de mes livres. Merci. Une dernière question. Oui, au centre. Au milieu, au centre. Bonjour, je voulais savoir que pensez-vous du cinéma de Ken Loach et au plan des résonances sur, entre guillemets, l'identité anglaise ou britannique, voilà. Bien sûr, quand on m'a demandé de choisir 12 films qui reflètent la Grande-Bretagne, il fallait que je choisisse un film de Ken Loach, puisque c'est un des grands chroniqueurs de la vie britannique, et depuis maintenant bientôt 50 ans, les années 60, ou peut-être même plus. La plupart... J'ai parlé de la différence entre la tradition poétique et la tradition réaliste dans le cinéma britannique. Lui, dans la veine réaliste, Ken Loach, son film que je préfère, c'est Kes, dans les années 60, qui est à la fois un portrait extrêmement brillant de la vie quotidienne telle qu'il la montre, mais il y a aussi un lyrisme et des envolées de ce garçon dans cet orchestre qui en fait un film magnifique. Je l'ai rencontré une seule fois il y a quelques années. Nous faisions une conférence commune à l'université. Il n'avait lu aucun de mes romans. Et il est un homme très gentil, très généreux, donc il était désolé et il m'a demandé de lui envoyer un de mes romans. Je lui ai envoyé numéro 11, qui était mon dernier livre en date. Et bon, je ne vais pas raconter la fin du livre aussi. Peut-être de tous mes livres, peut-être c'est celui où
j'ai le plus essayé de m'éloigner du réalisme, et donc il y a une attaque d'araignées géantes à la fin. Je l'ai envoyé à Ken Loach et il m'a écrit « J'ai vraiment beaucoup aimé votre livre. Je me sens beaucoup de proximité avec la position politique du film, mais je ne pourrais pas l'adapter parce que je ne fais pas de film avec des araignées géantes. » Pourtant, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est tout ce qu'il nous faut, un film de Ken Loach avec des araignées géantes. J'aimerais beaucoup qu'il le fasse, mais je crains que ça n'arrive pas. Eh bien, merci. Je vous propose que l'on termine en images, parce qu'il y avait d'autres films, évidemment, notamment des films de chevet, dans notre expression française, plutôt des films qu'on emporterait sur une île déserte. Il y en avait 5. L'un d'entre eux, vous pourrez le voir tout à l'heure, à 21h. N'hésitez pas à découvrir l'un des films qui obsède Jonathan, qui est la vie privée de Sherlock Holmes. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est de Bill Wilder, c'est à 21h au Forum des Images, évidemment. Mais là, je voudrais qu'on finisse sur un extrait d'un film qu'on a évoqué tout à l'heure, d'un autre grand réalisateur anglais. 2 réalisateurs, Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc avec Je sais où je vais, en français I know where I'm going, pour vous donner peut-être envie de le voir ou le revoir sur grand écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être juste quelques mots? C'est un film qu'on pourra voir demain. Et ça vous... Voilà. Yeah, this is... Oui, c'est un film des années 40 qui a été tourné pendant la guerre. C'est un film extrêmement unique, inclassable. C'est une comédie romantique dans une certaine mesure. C'est peut-être la meilleure façon de le désigner. Mais il a un sens très profond, très puissant du paysage écossais. C'est une femme riche qui quitte l'Angleterre pour aller se marier en Écosse avec un homme qui s'est acheté une île en Écosse. Powell et Pressburger était un immigrant hongrois en Angleterre, et il a un petit rôle dans mon dernier roman puisqu'il a rencontré Wilder à Paris et à Vienne avant de venir en Angleterre. C'est peut-être Pressburger qui a transformé la trajectoire de Michael Powell, puisqu'il a d'abord écrit le scénario, mais cette histoire est assez étrange. Un autre film que j'aurais pu choisir, c'est Une question de vie ou de mort, sur un patient qui doit se faire opérer. On ne sait pas si l'opération vivra sa vie ou non. Et le film se passe dans son cerveau. La moitié du film qui se passe en enfer est en noir et blanc et la moitié en couleur. C'est un film extrêmement à part, original dans le cinéma britannique, dans son imagination, dans son excentricité, dans son excès, puisque cette dimension très coincée des Anglais se change ici au contraire en quelque chose d'extrêmement fou et incontrôlé. Et Wilde, en 1960, a fait Le Voyeur, qui l'a jeté en disgrâce aux yeux de l'establishment anglais. Et ce film était tellement violent, direct sur la question du voyeurisme. Ce film, après, est devenu un film culte, notamment grâce à Scorsese, qui adore ce film et qui a payé la restauration du film. Je ne sais pas en France si c'est un cinéaste connu, mais c'est un des plus grands cinéastes anglais, même si Je sais où je vais n'est pas un de ses films les plus spectaculaires, mais pourtant c'est un des plus délicieux, un des mieux réalisés. Et la veuve de Michael Powell, Thelma Schoonmaker, est la monteuse attitrée depuis très longtemps de Martin Scorsese, en effet, qui a fait beaucoup. Indeed, yeah. Oui. En effet. Alors, il me reste, avant que l'on voit cet extrait qui sera la fin de cette rencontre, il me reste à remercier évidemment les interprètes là-bas en cabine. Merci à vous, Massoumé et Hervé, si j'ai bien retenu le prénom. Merci. Thank you. Yves and Massoumé, thank you so much. Amazing, as usual.
Merci à Muriel Dreyfus également, qui est quelque part là-haut dans la salle, qui m'a aidé à préparer cette masterclass, cette rencontre. On peut l'applaudir, oui, voilà, allons-y, soyons généreux. Merci à toutes les équipes du Forum des Images et merci aux éditions Gallimard également. Et donc, on va voir cet extrait de Je sais où je vais. Et bien sûr, merci à Jonathan Coe. Merci beaucoup. Thank you. Et donc l'extrait numéro 3, Je sais où je vais. Et il y a une dédicace juste après, par ailleurs, à 19h, si vous le souhaitez, avec une librairie, avec quelques livres de Jonathan. Je sais où je vais, à la dédicace, donc. Port Eric is down yonder behind the trees. That is my castle, the ancient home of the MacLeans of Eric. Where do they live now? Down there in Eric House. Ah, but they'll all be dead now or in New Zealand. There will only be Katrina MacLean. Is anyone allowed in the castle? Oh, yes, anybody can go in, except the lairds of Killoran. There's a curse on them. What sort of a curse? If they should ever set foot across the threshold. Man, they say it's a terrible strong curse. Oh, Hasheen! Hear-ee! I'd better go down. Will I take them for you? Oh, no, thank you. I can manage. I'd better wait a wee while. Rory Moore may not be willing to cross over to Killoran in this weather. Oh, no, my fiancé's coming over to fetch me. Oh, so the rich gentleman in spectacles is your fiancé? Yes. She'll finish, do you tell me? Well, 1,000 blessings on you both. Thank you. But in a fog like the one that's coming up, your fiancé won't see any better with 6 pairs of spectacles than with 1. Goodbye. Bien achleg. Good evening. Oh. Bad luck, no crossing today. But isn't that the boat from Killoran? No. And if she was, it is not today she'd be getting back, my lady. That's the ferry boat. Pity you didn't keep Ian's car, that's why I was shouting. Well, we didn't understand. Why should I keep it anyway? To go back to Tobermory and spend the night in a comfortable bed. But I intend to spend the night on Killoran. Oh. Would you like to wait up at the house? I know the people. Thank you. But it's been arranged for the boat to meet me here, and I'd better be here to meet it. Good. It's the big house up the brae. Hier mees de wet nou, Rodrigo. Fisker mag, Lauren. Veer kan be maar, hè? Wie be Beckel, Lauren? Is that Gaelic you're talking? Yes, my lady. What would it be but the Gaelic? What's that noise? That would be the seals singing. The seals? Yes, they like the warm, foggy weather. If my boat doesn't come, will you take me? No, I will not, my lady. Port Eric, 5:15 p.m. A motorboat from Killoran will meet Miss Webster. Good evening. I'm looking for the house. You see we gate. Up the brae. Thank you.